Nos corps sont faits pour bouger. Alors, bougez pas, on en parle tout de suite. On nous dit il faut faire 10 000 pas par jour. Vous avez sûrement déjà entendu ce chiffre. Il est partout, dans les applications, dans les montres connectées, dans la bouche de gens très sûrs d'eux. Alors faisons un truc simple, tout de suite. On respire et on se pose une question. Marcher 10 000 pas par jour, est-ce un vrai objectif de santé ou juste un chiffre rond, un peu marketing, devenu une vérité populaire? Et d'ailleurs, pourquoi 10 000 ? Pourquoi pas 8 712 ou 12 024 ? Et qu'est-ce qui se passe si chaque jour, on ne fait que 9 999 pas ? Il se passe quoi ? On meurt d'un cancer ? Parce que oui, ce 10 000, il n'est pas tombé du ciel. Il a une histoire. Le chiffre est souvent présenté comme un objectif santé, mais en réalité, son origine moderne renvoie plutôt à un podomètre japonais des années 60, le Manpo Kei, qu'on peut traduire à peu près par la jauge des 10 000 pas. Et l'objet était vendu avec ce slogan « Marchons 10 000 pas par jour ». Mais faut-il vraiment atteindre ce chiffre précis ? Que dit la science ? En juillet 2025, une grande étude publiée dans The Lancet Public Health est venue raconter tout autre chose. Elle suggère qu'autour de 7 000 pas par jour, on observe déjà des bénéfices importants sur plusieurs marqueurs de santé, avec des effets qui s'atténuent ensuite. Alors, est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce qu'on a simplement abaissé la barre pour faire que ce soit plus facile, donc plus incitatif ? Je vais vous dire. Au fond, le vrai sujet, c'est peut-être même pas le chiffre. 7 000, 10 000, c'est pas ça le plus important. Le vrai sujet, c'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, presque inscrit dans la forme même de notre corps. Pendant l'immense majorité de notre histoire, la vie humaine, c'était le mouvement. C'était pas aller à la salle, c'était pas faire sa séance, c'était juste vivre. Des premiers hominines nés il y a plusieurs millions d'années jusqu'à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, vivre, c'était parcourir des kilomètres pour trouver de quoi manger. La cueillette, la chasse et la pêche occupaient une bonne partie de la journée, tout comme tailler des pierres, fabriquer des outils, tanner des peaux et coudre des vêtements, aller chercher de l'eau à la rivière, porter du bois pour le feu et s'occuper des enfants. Et souvent, ces nomades devaient aussi dresser des camps, fabriquer des huttes, construire, réparer, aménager. Car non, contrairement à une idée reçue, les humains préhistoriques n'ont pas vécu dans des cavernes en permanence. Alors il fallait aussi déplacer des choses de l'ancien camp au nouveau, organiser l'espace, préparer le feu, et le soir, peut-être chanter, peut-être danser, et peut-être simplement s'effondrer de fatigue. Sur leurs dépenses énergétiques quotidiennes, il faut être honnête, les chiffres varient. Certains avancent une dépense située entre 3 et 4 000 calories par jour. On sait en revanche que, chez les chasseurs-cueilleurs actuels, étudiés avec des méthodes de référence, l'activité physique moyenne est plus élevée que la nôtre. Des scientifiques ont par exemple étudié les Hadza, un peuple de chasseurs-cueilleurs vivant encore aujourd'hui près du lac Eyasi en Tanzanie. Ils ont observé des distances moyennes parcourues à pied d'environ 5,8 km par jour chez les femmes et 11,4 km par jour chez les hommes. Et on parle ici de moyenne, pas de maximum. En résumé, au Paléolithique comme chez les chasseurs-cueilleurs contemporains, le mouvement est constant. Et ça nous force à nous regarder, nous, à nous remettre en question, à nous poser la question « Et moi ? Est-ce que je bouge suffisamment avec ce corps de chasseur-cueilleur ?» Alors, en ce qui me concerne, si j'en crois ma montre connectée, depuis que je suis le mode de vie néo-chasseur-cueilleur, en moyenne je tourne autour de 2800 calories et de 16 700 pas par jour. Et vous, est-ce que vous connaissez votre dépense calorique moyenne ?
Évidemment, on ne peut pas dire que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs faisaient du sport. Le sport, c'est volontaire, structuré, souvent pratiqué pour se maintenir en forme, se défouler, s'amuser ou se dépasser. Eux, ils ne faisaient pas du sport au sens moderne du terme, ils vivaient. Et quand un certain niveau d'activité physique est imposé par le mode de vie pendant des dizaines de milliers d'années, le corps finit par s'adapter. La sélection naturelle favorise ceux qui survivent le mieux dans ce contexte. Prenons un exemple, la course à pied. Pour chasser, nos ancêtres ont utilisé des techniques très variées. Battus, dérochement, piégeage, on en reparlera en détail dans un futur épisode. Mais il y a une technique qui a sans doute beaucoup compté, c'est la chasse à l'épuisement. La plupart des grands prédateurs misent sur la vitesse. Un guépard, vous le savez sans doute, peut atteindre près de 110 km/h, mais seulement pendant environ une trentaine de secondes. Un tigre peut courir jusqu'à 65 km/h, lui aussi, en courtes accélérations. Et même un grizzly peut atteindre 55 à 60 km/h, mais sur de très courtes distances. C'est impressionnant, et d'ailleurs, quand on voit ça en vrai, on se dit surtout « je suis bien content de ne pas être celui après qui il court ». Mais ce genre de sprint coûte très cher en énergie. Ça demande ensuite une longue récupération, et bien souvent, malgré la vitesse, la proie s'échappe quand même. Bilan, beaucoup de dépenses, pas toujours beaucoup de résultats. L'être humain, lui, a une autre carte. Nous ne sommes pas les plus rapides. Sur quelques secondes, un sprinter d'élite peut atteindre environ 44,72 km/h. C'est ce qui a été mesuré chez Usain Bolt lors de son record. Mais notre vraie force est ailleurs. Nous ne courons pas très vite. En revanche, nous pouvons courir lentement et longtemps. Très longtemps. Pensez aux 42 km et quelques d'un marathon. Ou mieux encore, pensez aux coureurs d'ultra-trail dont certaines courses atteignent 900 voire 1000 km pour les plus zinzins. Nous pouvons courir longtemps et surtout, nous pouvons le faire même aux heures les plus chaudes de la journée grâce à une thermorégulation très efficace rendue possible par la sudation. Et cela, on le doit à Homo erectus. Aujourd'hui, dans les récits ethnographiques du Kalahari, la stratégie ressemble à ça. On choisit une proie, on la suit, on la pousse à se déplacer encore, et encore, et encore, souvent dans la chaleur, quand les températures montent très haut. Et c'est là que cette capacité à thermoréguler notre organisme devient un avantage décisif. Après des heures, l'animal surchauffé ralentit, puis s'effondre. Il ne reste plus qu'à terminer la chasse, puis à rapporter au camp la viande, la peau, les os, bref, tout ce qui peut être utilisé. Cette manière de se déplacer, marcher loin, courir longtemps, a contribué à façonner notre corps. Il y a la bipédie qui libère les bras et rend la marche plus économe sur de longues distances. Il y a la voûte plantaire qui stocke et restitue de l'énergie comme un ressort. Il y a le tendon d'Achille, essentiel pour l'économie de la course. Il y a la stabilisation de la tête et du tronc pendant la course et tout un ensemble de détails anatomiques cohérents avec l'endurance. Quand on met toutes ces pièces ensemble, on comprend mieux une chose, notre héritage n'est pas celui d'un prédateur sprinter, c'est celui d'un prédateur endurant. Et pourtant, aujourd'hui, ce même corps conçu pour bouger souffre de ne plus bouger. Il faut que je vous parle d'une info qui a profondément changé ma façon de voir les choses. Saviez-vous qu'il était possible d'être réellement plus jeune ou plus vieux que son âge ? C'est pas juste un compliment genre « t'as 49 ans, tu les fais tellement pas ». Non, c'est une vraie différence mesurable entre l'âge calendaire et l'âge biologique. Il existe plusieurs façons d'estimer un âge biologique à partir de biomarqueurs. Un des modèles les plus connus s'appelle le phénoâge. Il combine l'âge chronologique avec 9 biomarqueurs sanguins, parmi lesquels l'albumine, la créatinine, le glucose, les globules blancs, etc. En clair, on regarde si votre organisme semble vieillir plus vite, moins vite ou au même rythme que votre âge officiel. Vous pouvez donc avoir 40 ans sur le papier et un âge biologique estimé à 34 ans si globalement vos marqueurs sont plus jeunes. Et l'inverse existe aussi. Bon, en général, c'est plutôt mauvais signe. Et malheureusement, ça ne sera pas pris en compte pour vous permettre de partir plus tôt à la retraite. Mais là où cet âge biologique devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde ce qui accélère son vieillissement.
Et c'est là qu'une étude publiée en juillet 2025 dans Scientific Reports, un journal du groupe Nature, a fait parler d'elle. Elle a analysé un échantillon de 12 504 adultes américains et mis en évidence un lien entre le temps passé assis et l'accélération du phéno-âge. Les rapports sont frappants. Par rapport à ceux qui restent assis moins de 4 heures par jour, les personnes qui passent 4 à 6 heures assises présentent une probabilité plus élevée d'accélération de l'âge phénotypique de l'ordre de plus 30%. Et au-delà de 8 heures passées assises par jour, on monte à plus 58%. Ce qui frappe aussi, c'est la forme de la relation. Elle est à peu près linéaire. En gros, plus nous passons de temps assis, plus nous faisons pencher l'aiguille dans le mauvais sens. Autre détail intéressant, dans cette analyse, l'IMC n'explique qu'une partie du lien. Les auteurs estiment une médiation d'environ 21% via l'IMC. Autrement dit, même en dehors de la question du poids, l'immobilité compte. Je le répète parce que c'est une phrase qui mérite d'être posée. Ce n'est pas l'effort qui nous use, c'est l'absence d'effort. Et c'est tout le paradoxe moderne. Nous appartenons à une espèce faite pour bouger et nous nous épuisons en restant immobiles. Et je ne parle même pas ici des liens bien documentés entre sédentarité et risques cardio-métaboliques, diabète de type 2, santé cardiovasculaire, etc. Parce qu'il n'y a pas que des effets sur le physique, il y a aussi des effets sur le mental. Une méta-analyse de 2020 portant sur 128 553 participants a trouvé une association entre comportement sédentaire et risque de dépression, avec un effet autour de 10% dans l'ensemble des études, et un signal plus net pour les comportements sédentaires passifs comme la télévision ou le scrolling sur le téléphone. Bon, ok, maintenant qu'on sait qu'il faut bouger, comment remettre du mouvement dans nos vies ? Déjà, il faut cesser de confondre activité physique et sport. Vous pouvez vivre en bonne santé sans pratiquer aucun sport, mais à condition d'avoir un niveau d'activité physique suffisant au quotidien. Et inversement, vous pouvez faire 1 heure de sport tous les jours, mais si le reste de la journée, vous restez assis 10 heures en plus des 7 à 9 heures de sommeil, les bénéfices seront franchement très limités. Donc il faut bouger, tous les jours, un peu tout le temps. Pas comme un fou, bien sûr. Il ne s'agit pas de gesticuler dans tous les sens en agitant les bras comme un personnage des Monty Python sous prétexte qu'on vous a dit « bouge tout au long de la journée ». Non, il s'agit simplement d'être mobile, c'est-à-dire le contraire d'immobile. Nos corps ont été façonnés par du mouvement régulier, pas forcément intense, mais présent. Donc la vraie question devient « que puis-je ajouter ou modifier dans ma journée pour réduire mon immobilité ?» Alors, moi je peux vous dire ce que je fais. J'ai 3 astuces, 3 moyens très personnels de lutter contre la sédentarité. Astuce numéro 1, je fractionne les tâches ménagères. Souvent, je travaille chez moi, assis, je lis, j'écris, je prépare ces épisodes. Alors, je m'organise des interruptions utiles. Je travaille assis entre 25 et 45 minutes, puis je me lève. L'astuce consiste à prendre une tâche et à la diviser en plein de micro-actions. Par exemple, après mon petit déjeuner, au lieu de tout débarrasser, ranger et nettoyer en une fois, je découpe tout ça. Lors d'une pause, je vais uniquement débarrasser la table. Lors d'une seconde pause, je vais mettre la vaisselle ou laver à la main ce qui a besoin de l'être. Et, lors d'une troisième pause, je vais nettoyer la cuisinière et le plan de travail. Et ça marche pour tout. Résultat, je bouge sans faire de sport. Astuce numéro 2, j'ai une chienne. Avoir un chien, forcément, ça oblige à sortir, à marcher, à jouer, à prendre la lumière du jour, et ce, plusieurs fois par jour. C'est le gros avantage du chien, c'est cette obligation de le sortir régulièrement, chose qu'on fait beaucoup moins quand on a un chat, un poisson rouge ou un iguane. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de vous dire, pour bouger plus, prenez un chien. Non, le choix de prendre un chien, c'est un bonheur, certes, mais c'est aussi surtout une responsabilité. Si vous voulez prendre un chien, prenez-le pour lui, pas pour vous. Enfin, pas uniquement pour vous. Il faut d'abord se poser la question, est-ce que je suis en mesure de lui offrir une belle vie et de m'engager sur plus d'une décennie, à le sortir, même quand il fait froid, qu'il pleut et que je préférerais rester bien au chaud. Mais bon, revenons au mouvement. Troisième astuce, danser comme si personne ne vous regardait. Parfois, je mets une chanson, peu importe le genre, tant que c'est dansant. Donc par exemple, pas Carla Bruni. Non, il faut mettre une chanson qu'on aime bien, et là,
on se lâche. Zéro jugement, on fait pas un ballet dessous, dessus, brise et volée, glissade, cabriole, plié, pas de bourré, chat 4. Chat 4, non. Enfin, sauf si vous voulez, hein. Mais on va plutôt se fier à notre instinct, on va plutôt danser à l'instinct. Pop, rock, métal, afro, électro, peu importe, tant que ça vous parle, tant que ça vous fait danser. Et je vais même vous dire, vu que personne ne vous regarde, personne ne vous juge, c'est pile le moment pour passer cette chanson un peu hauteuse mais que vous aimez bien. Ne mentez pas, on en a tous une. Et autre avantage, vous pouvez faire ça seul, mais aussi avec votre partenaire, ou même en famille avec vos bébés sapiens. Ça marche très bien, ça fait bouger et en plus, ça libère des endorphines. Bref, ça ce sont mes petites astuces à moi, je vous les offre, mais à vous d'inventer les vôtres. Parmi les choses les plus simples, bien sûr, il y a la marche. Regardez tous vos trajets quotidiens et demandez-vous lesquels pourraient devenir un peu plus actifs. Si vous prenez les transports en commun, il y a par exemple la technique bien connue du « je descends un arrêt plus tôt ». Vous pouvez aussi aller au travail à vélo ou faire vos courses à pied. Alors évidemment, ça va dépendre de là où vous vivez, du travail, des enfants, du temps, etc. Bref, l'idée ce n'est pas de culpabiliser, l'idée c'est d'explorer et de voir ce qu'il est possible de faire. Et je le redis, bouger au quotidien ne veut pas dire passer sa journée à faire du sport. C'est même une erreur de croire que seules les séances d'entraînement comptent. Pour comprendre ce qui est vraiment essentiel, essayez d'imaginer une échelle très simple en 4 niveaux. Tout en bas, niveau 0, l'inactivité. C'est être assis longtemps, conduire, rester passif devant un écran. Juste au-dessus, niveau 1, c'est le mouvement naturel. Se lever, marcher, porter des choses, prendre les escaliers, jardiner, cuisiner, jouer, bricoler, s'accroupir, bref, il y en a plein. Ensuite, niveau 2, l'activité modérée. Une marche rapide, faire du vélo à un rythme tranquille, du yoga, de la nage douce, de la danse. Et enfin, niveau 3, l'exercice structuré. Et là, c'est le sport à proprement parler. Course, musculation fractionnée, etc. Là, c'est à vous qui choisissez. Le point clé, c'est que beaucoup de gens n'ont pas besoin de plus de sport. Ils ont besoin de moins d'inactivité, le niveau 0, et de plus de mouvements naturels, niveau 1. Et la bonne nouvelle, c'est que les bénéfices arrivent assez vite. Au bout d'une semaine, on observe déjà un sommeil plus profond et une amélioration du moral. Entre 2 et 4 semaines, le cœur devient plus efficace, la tension se régule et même la glycémie se stabilise, à condition bien sûr de faire aussi un peu attention à ce qu'on mange. Mais ça, on en reparlera dans un autre épisode. Et au bout de 6 à 8 semaines, on voit des transformations plus globales sur la silhouette. L'énergie, la motivation, le système immunitaire et même la façon de se tenir. Le corps répond vite parce qu'il est conçu pour ça. Il s'épanouit dans le mouvement. Physiologiquement, bouger stimule tout. Le système cardiovasculaire, la digestion, la souplesse articulaire, les hormones, etc. Dans le cerveau, le mouvement active les endorphines, la dopamine et la sérotonine, des molécules qui améliorent l'humeur, l'attention et la confiance. C'est pour ça qu'on dit que le mouvement est un antidépresseur naturel. Et il y a la loi simple que la science confirme depuis longtemps, l'énergie apparaît en bougeant, pas en attendant qu'elle arrive. Donc voilà ma conclusion. Bougez, bougez plus. Pas forcément beaucoup, mais bougez tout au long de la journée. Si vous êtes assis, là, maintenant, commencez. Commencez par faire des petits moulinets avec vos mains. Voilà. Et puis avec vos pieds. Bougez vos épaules. Tournez doucement la tête à gauche, à droite. Activez vos jambes. Inspirez profondément. 1 fois. 2 fois. Et puis, levez-vous. Sortez. Respirez. Allez observer ce qui vous entoure. Marchez. Balancez les bras comme on le fait depuis des millions d'années. Laissez votre corps se souvenir. Bouger, c'est revenir à soi. C'est redevenir vivant. Chers Homo sapiens, si cet épisode vous a plu, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast Néo Chasseur-Cueilleur pour ne rater aucun des futurs épisodes. Nous avons encore beaucoup d'autres sujets à explorer ensemble. Pensez aussi à partager cet épisode avec les membres de votre clan, surtout à ceux qui ont un peu la flemme de bouger, et je suis sûr qu'il y en a. Vous pouvez également rejoindre l'écosystème Néo Chasseur-Cueilleur sur Instagram. Le lien est dans la description. D'ailleurs, je vous mets aussi toutes les sources, toutes les références des études scientifiques et autres dans la description. Cet épisode est terminé. Rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une autre discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.